Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2023. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Sébastien, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Je commence avec toi, Sébastien. Est-ce qu'il manque, selon toi, encore des optiques chez les trois grands constructeurs que sont Canon, Nikon, Sony pour avoir une gamme totalement complète? Alors chez Sony, il leur manque pas grand-chose, hein, parce qu'on doit être à 65 optiques uniquement chez eux. Tu rajoutes Tamron, Sigma. Globalement, si tu trouves pas ton bonheur, t'arrêtes la photo, tu fais du golf. Il manque quand même les optiques à basculer décentrement de manière Ah générale. oui, tu as raison. On peut peut-être dire tu ça. as raison. Voilà, À oui, part exactement. Fuji en moyen format qui a un peu rectifié le tir. Je pense pas qu'ils en feront. Et même, tu vois, Canon et Nikon, je sais pas s'ils iront sur ce... Canon, il y a des brevets qui ont été déposés, donc les connaissances, c'est pas impossible, mais C'est pas pas impossible, forcément tout de suite. Disons que c'est pas forcément la priorité dans l'absolu, d'autant que les versions EF marchent toujours très bien avec la backdatation. Oui, c'est vrai. Et chez Canon et Nikon, du coup? Chez Nikon, qu'est-ce qui pourrait manquer? Un extrême grand angle fixe, Ouais. à 14 mm. Là, ça pourrait être... mais en Z, donc en Z. Des focales fixes avec des bacs de diaph. Exactement, je suis d'accord avec toi. Des focales fixes, on va le répéter. Nikon, Oui. des focales fixes. Avec... Faites-nous des optiques AIS modernes. Mais Voilà. voilà. Putain, Le rêve. C'est pas compliqué. c'est pas compliqué. On vous donne notre adresse et puis vous nous contactez quand vous voulez si vous voulez qu'on fasse partie de l'équipe de recherche et développement. Il n'y a aucun souci. Il faut ça pour le ZF en fait. Ouais. Et le ZFC. Mais tu as raison parce que je pense que ça relancerait, enfin ça donnerait une légitimité encore plus grande à ce type de produit. Parce qu'ils ont un ZF qui est, voilà, il est ce qu'il est. Enfin, bon, après, il peut être décrié ou encensé. Mais les optiques qui vont avec, bah, elles sont pas à la hauteur. Même si qualitativement elles sont bonnes, il y a rien à dire. mais Ah, elles le sont 40, le 28 sont très bons. pas... Exactement. Mais Mais même en version SE, il me manque un petit truc. quoi. exactement. Et chez Canon, pour terminer? Chez Canon, qu'est-ce qui peut manquer chez Canon? Un 2470 F4. Ah bah oui, on ouais, l'a dit. exactement, c'est ce qu'on avait. Oui, exactement, tout à fait. Et un Je 85 sais. 1.8 peut-être aussi. Aussi, et pourquoi pas des optiques à 1.4 justement, entre 1.2 et 1.8 qui n'existent pas pour l'instant en monture RF. Et d'une manière plus globale, si j'étais à tailler dans le vif, je dirais en fait des optiques qui sont à la fois abordables et très très qualitatives, comme on peut le voir justement chez Sigma Tamron, mais pas en monture RF. Et ça, à l'heure actuelle, c'est ça qui manque Ouais. clairement à cet écosystème. C'est vrai que c'était valable en monture EF. On pouvait avoir des 1740 F4, des Bah 1635 F4. Bien sûr, ouais. Tu as mentionné tout à l'heure Mm. qu'il y a des très très bonnes optiques. Mhm. J'ai eu tous les deux. ça tombe bien. 2470 F4 aussi. Et ouais, je Moi, ma souscris à ce que- première à optique ta que j'ai requête. jamais achetée chez Canon, c'était un 28 135 mm. Ah oui. F, Mmh. ça devait être 4, 5, 6, un truc comme ça, avec une position macro Ouais. stabilisée avec un moteur USM, avec un look pas possible, tout droit issu des années 90. Et j'étais extrêmement fier. Bref, c'est pas le sujet. Jean-Nicolas, d'un point de vue offre optique, quel fabricant de boîtier choisir? La question est facile. Question optique, clairement, directement, je m'orienterai vers la monture E et vers la monture X parce qu'on a une offre qui est pléthorique, avec d'un côté l'offre constructeur, que ce soit chez Sony ou chez Fuji, qui est extrêmement qualitative, mais qui parfois a tendance à devenir assez chère, surtout chez Sony. Mais d'un autre côté, on a des optiques tiers, entre guillemets, avec Sigma, Tamron, mais aussi avec Samyang, avec Viltrox, avec Laowa, etc., qui sont extrêmement satisfaisantes. Sébastien, est-ce que l'offre des optiques compatibles est à la hauteur de la demande? Alors, on parlait tout à l'heure de RF, non pour les RF. Voilà, ça c'est clair. Hein. Il faut que ça se débloque. Il faut que ça se débloque pour les consommateurs, que ça soit important de pouvoir avoir un choix un peu plus important. Pour le reste, que ce soit Tamron et Sigma, c'est des gens qui bossent bien, qui ont
qui sortent quand même régulièrement des produits. On parlait tout à l'heure de la version 2 chez Tamron, on parlait des sorties, des nouvelles sorties chez Sigma sur le 70-200. Je pense que voilà, la seule chose qui manque effectivement, c'est l'ouverture du RF. Oui, puis peut-être des optiques un peu macro chez Tamron. Ah En oui, oui. montureux, il pourrait y aller. 90 mm macro, on en a parlé pendant l'émission, qui était Ouais, mais tu vois, formidable on l'a soulevé tout pour à les l'heure. réflexes. Ils sont pas super bons en optique fixe, quoi. C'est Ouais, c'est un peu Ils dommage. en ont eu Ouais. vers Bah, 2019, 20 mm, 2020. il y avait Ouais, un c'est 20 ça. mm. Que j'avais beaucoup aimé, Ouais, d'ailleurs. ouais, Et tout à qui fait. est tellement pas cher maintenant, il est à Ah, mais 200 euros, ça, même voilà, moins. exactement. Et après, c'est vrai que pour qui aime faire de la proxy, ils ont des propositions qui sont très très étonnantes, comme par exemple le 50-400 qu'on Ah bah n'imagine pas du Tamron, tout ils ont là-dessus. toujours bossé la proxy. Ah, mais Ouais, carrément, toujours. le 2875, tu fais de la proxy avec le Bien sûr. 2875. Mais le 50-400, j'avais utilisé, alors c'était sur un salon de modélisme ferroviaire, oui, parce que j'adore les trains. Et en l'occurrence, je m'approche de très près d'une toute petite locomotive, et d'un seul coup, les lumières à l'arrière-plan se transforment en bulles de bokeh spectaculaires. Je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment top. Et pour finir, pour répondre complètement à la question, on vient de parler de Tamron, les fabricants d'optiques tierces sont-ils à la hauteur? Je répondrais oui. On vient de Bien citer sûr, Tamron, donc complètement. ils sont à la hauteur. Et Sigma aussi. Et la gamme Sigma Contemporary de focale fixe, Contemporary I, franchement, essayez, manipulez 90 mm f2.8, 65 mm f2. Ce sont des optiques singulières, compactes, pas très chères, tout en métal. C'est du bel ouvrage. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose et je me tourne vers toi, Sébastien, pour avoir ton avis là-dessus. Est-ce que finalement, dans le temps, des acteurs comme Sigma et Tamron, ils vont tenir le choc avec un marché qui est quand même principalement tourné, en tout cas en ce qui leur concerne, vers la monture Sony E et exclusivement Sony E? Ah, c'est difficile comme question. Est-ce que, moi, j'ose espérer que Sigma et Tamron continuent parce que c'est quand même une alternative coût, parce que les prix des objectifs des marques sont quand même. On parle de Sony, on parle de Canon, on est sur des optiques, quand on veut une optique un peu sympa, on va vite sur 1500 euros, quoi. Tu vois, le minimum, c'est un peu ça. Donc, eux, ils peuvent arriver avec des optiques, avec des focales un peu différentes. C'est ce que j'espérais tout à l'heure quand je vous disais que peut-être que quand Canon restreint le nombre d'acteurs qui feraient des optiques pour eux et le type de focale, ça pourrait effectivement être quelque chose qui peut être sympa d'avoir des optiques avec des focales différentes. Donc, est-ce que Sigma et Tamron résisteront? Je pense que oui. Je pense aussi, parce qu'en termes de marché, il y a plusieurs dynamiques qui sont en cours, et notamment la puissance, on va dire, de ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire les amateurs éclairés, voire très très éclairés, ça, qui sont c'est capables de exactement ça. faire des images comparables à celles des pros, voire même les dépasser dans certains cas. Alors, les professionnels de l'image auront les professionnels de l'image auront toujours tendance à se diriger nativement vers les optiques Canon, Sony, Nikon. Mais derrière, pour qui veut un extrêmement bon téléobjectif, par exemple en monture E, en monture Z, l'offre de Sigma, de Tamron est extrêmement qualitative. Donc, Et pour autant, ces deux marques-là ne figurent pas dans le top 5 des modèles les plus vendus en France au cours du dernier trimestre. mais comme on l'a signé. c'est à nous en tant que journalistes justement de montrer leur capacité et de faire entre guillemets de l'évangélisation là-dessus sur le mérite. Bon. Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il vaut mieux mettre du budget dans le boîtier ou dans l'optique pour tirer vers l'excellence niveau qualité d'image? Tu n'as pas le droit de citer le Q3. Ni mon tir d'air. Oula, du coup, ça devient compliqué. Non, plus sérieusement, c'est très bien d'avoir un excellent boîtier, mais si vous mettez dessus du verre qui ne transmet pas la lumière de manière satisfaisante vers le capteur, ça va pas le faire. Du coup, le gros avantage, c'est que maintenant, il est possible d'avoir des excellentes lentilles sans se ruiner. Pour autant, j'aurais tendance, pour un budget un peu restreint, comme pas mal de monde, j'aurais tendance à partir sur un boîtier suffisamment abordable tout en restant très bon, comme par exemple typiquement un Sony A7 III qui reste excellent, mais de mettre dessus du budget vraiment pour des lentilles, quitte à par exemple aller vers des lentilles Sony peut-être de première génération qui sont extraordinaires et qui permettront surtout d'être gardées bien plus longtemps que le boîtier, puisque quand on achète une optique, on peut la garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus, alors que le boîtier, les évolutions technologiques sont tellement marquées qu'on va avoir tendance à renouveler le boîtier beaucoup plus souvent
que les optiques. Donc autant investir judicieusement son argent sur de très bonnes optiques dès le départ. Question pour tous les trois, Benjamin, Sébastien et Jean-Nicolas. Quelles sont vos optiques coup de cœur de l'année, toutes catégories et marques confondues? Je commence avec toi, peut-être Benjamin. Dans le courant de l'émission, j'ai cité l'OM System 90 mm f3.5 macro, rapport 2 fois, donc je vais rester sur cette optique-là. J'ai également mentionné le 70-200 f4 version 2 de Sony, qui est redoutable de compacité, et enfin le 100-300 Canon, qui est une démonstration technologique absolument dingue. Donc ce serait mon top 3. Sébastien. Alors moi j'ai fait un sondage avec la team, avec l'équipe de sélection photo. Le 20-70 chez Sony, donc très piqué, très compact. Le 51.8 dont on parlait tout à l'heure sur les meilleures ventes du dernier trimestre. 58 du coup Canon. Oh pardon, excuse-moi, oui, le Canon RF 51.8. Le Nikon 180-600 en Z. C'est les trois coups de cœur actuellement de la team. Moi, j'ai utilisé 180-600 et réellement, j'ai fait un crop avec un Z8. J'ai croppé énormément. J'étais sur la Tour Saint-Jacques, donc on avait fait un événement sur la Tour Saint-Jacques. Et j'ai croppé sur le Rex, donc le mot Rex, donc on est quand même assez loin. Et j'ai croppé que sur le Rex. C'est assez étonnant, hein. C'est assez bluffant. Jean-Nicolas. Alors moi j'adore les téléobjectifs, donc je vais avoir tendance parce que tu les testes à Montier? Ah bah pas que. Non, même en pratique perso, je suis un gros fan d'architecture notamment, et l'architecture au télé c'est un truc auquel on pense pas du tout, mais pourtant c'est très intéressant pour se focaliser justement sur des détails, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, pour le portrait aussi bien évidemment. Et donc le Tamron 70-180 de deuxième génération est un gros coup de cœur puisqu'il apporte la stabilisation et la qualité optique est toujours pleinement au rendez-vous. Après, on a peu parlé aussi au cours de cette émission du 200-800 de chez Canon, qui est une optique extrêmement particulière parce que résolument conçue pour les photographes de sport et d'animalier, mais à condition d'avoir très clairement conscience des compromis qu'il impose, puisque avec une ouverture maximale 6.3.9, mieux vaut clairement l'utiliser en plein soleil. Après, cela étant dit, les performances, notamment en termes d'autofocus, sont là quand même plutôt bonnes. Le piqué a l'air au rendez-vous. Certes, il est lourd, il est cher, mais avoir la possibilité d'avoir du 800 mm, c'est tout de même intéressant, à condition évidemment de ne pas oublier ses limites. Voilà. Alors pour Jean-Nicolas, j'ai juste une question. À partir de quelle focale il arrive à 9 ? Tu as fait attention à ça ? En fait, il ferme quand même très rapidement, c'est-à-dire que tu es déjà à 300 mm et à 7.1. Donc, non, le manque de luminosité va très vite, ça va très très vite, et surtout du coup ça sollicite énormément la montée en ISO. Alors à monter, je l'ai testé avec un EOS R3, donc bon, le sujet est un peu moindre, mais par exemple je pense aux gens qui vont l'utiliser sur un R7. Mieux vaut avoir une licence pour DxO Pure RAW pour éliminer le bruit numérique. Et ça valait déjà, parce que c'est pas nouveau, hein, monter en ISO 800 mm en monture RF, puisqu'il existe, rappelons-le, les 600 et 800 mm à ouverture fixe. Oui, tout à fait. 11 exactement. En monture RF. Et peut-être une troisième optique, s'il fallait compléter un podium. Et s'il fallait un podium, alors j'aurais le choix entre des optiques Fujifilm qui sont très qualitatives, mais j'ai envie d'aller vers micro 4 tiers dont on parle un petit peu moins de temps en temps. Donc du coup, le 25 mm 1.7 que j'ai testé avec l'OM5, qui est juste adorable de portabilité, de compacité et en performance. Enfin, excellent rapport qualité-prix. Comme l'OM5 d'ailleurs. Oui. Comme l'OM5. Et rien en Leica. Ah, Leica. Non, Leica, dans ce cas-là, je vais vers Q3. Ne remettez pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Offrez-moi un Q3. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Allez, on conclut le débrief là-dessus. Merci beaucoup.